Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et également le retour, on l'avait mentionné là, dans le début de la saison 5, là, mais notre collaborateur spécial, qui porte toujours le mot spécial, mais est presque rendu le collaborateur unique à l'extérieur de Gab et de moi sur le podcast. On a Thomas qui est avec nous aujourd'hui, donc salut Thomas. Bonjour messieurs. Et pour un épisode, un premier depuis quelques temps, on ne va pas faire un stock picking ou une analyse économique avec Thomas. Là, on va faire un format au son de la cloche et un instant économie, là, deux sujets d'ailleurs proposés par Gab. Donc merci Gab pour ça. Le premier, énormément d'actualité, énormément axé également sur des compagnies listées et leurs performances. Donc Gab a une partie clé à chaque épisode et particulièrement clé pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc je te laisse prendre la parole Gab pour le disclaimer du début d'épisode. Je suis sûr qu'en plus, c'est la partie que nos auditeurs attendent le plus, c'est le fameux disclaimer. Non, je plaisante, c'est pas le cas. Évidemment, tout ce qu'on parle dans le podcast, il s'agit que de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert. Quiconque est autorisé à vous émettre les dites recommandations comptables, conseillers financiers, fiscalistes. Euh, lui seul ou elle seule sera en mesure de pouvoir vous aider à trouver les meilleures options disponibles à votre portefeuille de placement et à votre profil d'investisseur. Oui, j'en profite évidemment pour vous remercier pour les bonnes écoutes. Ça, pareil, ça devient quelque chose de répétitif, mais merci encore une fois pour les bonnes écoutes de la semaine passée. Très satisfait. Puis je pense qu'aujourd'hui l'épisode va vous plaire. Deux sujets, je pense, qui sont pas mal en lien avec l'actualité. Et puis je sais qu'on avait pas mal débattu avec JP, je me suis battu pour avoir ce sujet-là. JP voulait en faire un autre, alors s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. Si jamais vous a intéressé, vous pouvez toujours mettre un petit commentaire. Dans tous les cas, je pense que le tien, JP, on le fera la semaine prochaine, quoi qu'il advienne. Je pense qu'il Effectivement, il est intéressant. on a évité de vous faire un place au débat qui était plus au niveau de le segment place au débat a été le débat concret pour déterminer quel était le deuxième sujet. Là. Donc Exact. on vous fait fi de cette partie-là, là, mais il y a eu effectivement beaucoup d'échanges avec Thomas qui est présent pour être le modérateur. Là. Donc on va y aller avec les sujets de Gab pour aujourd'hui. Mais effectivement, je pense qu'on a Merci. fait le tour pour l'introduction. Donc lançons en force l'épisode avec le premier segment au son de la cloche. Parfait. Donc, je l'ai mentionné, là, on ne fait pas vraiment de stock picking, mais on va parler encore une fois de compagnie. On veut faire un petit peu, un peu mousser là, ce qui s'en vient et ce qui a déjà commencé d'ailleurs là, avec la saison des earnings, qui est quelque chose qui, de mémoire, là, comme on sait, ça fait plus de 2 ans qu'on fait le podcast. On en parle souvent là, lorsque ça a pertinence. Dans les dernières années, c'était dans des périodes où on voyait les year over year étaient toujours avec des belles croissances, là, mais je pense que cette année, ça a un intérêt de voir la performance de Q2. Je vais vous laisser les boys embarquer sur des exemples d'industrie ou de compagnies là, qui sont sortis ou bien un petit peu les attentes des analystes pour des compagnies qui s'en viennent, des grosses compagnies. Mais on voit quand même qu'il y a beaucoup là, de complexité dans le contexte actuel et moi, je vois énormément la période des earnings actuelle comme un bon guide de qu'est-ce qui nous attend pour le reste de l'année. On ne parlera pas de moyen terme, long terme, là, mais qu'est-ce qui nous attend pour la fin 2022 avec ce qu'on vous a littéralement parlé à peu près à chaque épisode, c'est-à-dire l'inflation, la Fed, et comme toujours, je salue M. Powell de manière très ironique. L'économie qui ralentit énormément. Le sujet de récession qui est sur toutes les lèvres. Là. Il y a un contexte qui fait en sorte que de voir la performance des compagnies réelles a un impact sur où est-ce qu'on s'en va. De voir quelle a été la performance à travers différentes industries, les grands noms, justement des grandes corporations. Je sais que les gars, vous allez en parler un petit peu. Qu'est-ce qui s'en vient? Je pense que si on voit des performances qui sont un petit peu en deçà de ce que les analystes prévoient, avec tout le contexte macroéconomique et microéconomique qui pèse énormément, je pense que ça pourrait vraiment nous donner une bonne idée qu'il va y avoir du plomb dans les performances des portefeuilles là, des particuliers et même des corporations d'ici la fin 2022. Donc je vois le prochain mois, les prochaines semaines comme étant assez critiques et je pense que c'est très important d'analyser le calendrier puis de regarder des cas concrets. Là. Oui, si tu permets que je commence, JP, euh, c'est vrai que c'est un contexte particulier, on le sait, en plus on a une annonce de la Fed cette semaine, puis on a un nombre assez important d'entreprises du S&P 500 qui vont déclarer en fait leurs résultats du deuxième trimestre, parce que vous le savez, souvent c'est fin mars, fin juin, mais bon, le temps de publier évidemment les rapports trimestriels, puis de faire la réconciliation comptable, ça prend évidemment quelques semaines, donc on devrait avoir quand même pas mal de résultats qui devraient tomber cette semaine, notamment, t'en avais noté JP, mais j'en avais noté aussi de mon côté, comment dire,
ce qui me paraissait intéressant. Et je pense qu'il y en a que tu vas vouloir mousser, je vais te les laisser parce que je t'étais motivé à vouloir en parler d'une en particulier. Donc c'est tous de laquelle on va parler, là, on le sait bien. Euh, mais c'est vrai que c'est un contexte très particulier, hein. Aux annonces de la Fed cette semaine, des profits qui risquent d'être pour la plupart des entreprises en baisse. Donc on le sait bien, on mesure souvent les performances des entreprises avec ce qu'on appelle le EPS ou Earnings Per Share. Donc c'est le résultat par action en fait, tout simplement. Et c'est vrai qu'on voit que les analystes prévoient, en fait, en tout cas au niveau de leur consensus, c'est une baisse du bénéfice de 5,7% par rapport à l'année précédente. Donc, évidemment, plusieurs facteurs qui expliquent, tu l'as bien dit, les taux d'intérêt qui vont faire augmenter le coût du levier, donc le coût du financement. Il y a, je pense, aussi l'effet inflation. La plupart des entreprises n'ont pas un pricing power parfait, ce qui fait que c'est difficile de transmettre les coûts de tes entrants de production à tes consommateurs, hein. Donner un exemple, mais imaginons que McDonald's, dont on va parler d'ailleurs dans quelques instants, augmente, le prix de son bœuf augmente de son Big Mac par exemple, de son coût de revient passe de 5 à 6 dollars et il le vend à 10 dollars, c'est plus difficile d'augmenter de 1 dollar à ton client parce que c'est un produit très compétitif, c'est un marché, on va dire, où tu as plusieurs acteurs, donc souvent c'est difficile d'avoir ce fameux pricing power. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs entreprises qui sont pas mal impactées dans la plupart des secteurs, hein, d'ailleurs, et on voit que ça va être très compliqué justement pour la plupart des investisseurs. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'y attendait déjà un peu à cet effet-là, et ça je pense que c'est toujours l'effet surprise, hein, qui vient influer évidemment sur le rendement des actions quant à l'annonce ou la mauvaise surprise là, qui arrive là. C'est ça qui va être intéressant aussi à suivre, là, le dernier point que tu mentionnais. On a vu les marchés quand même baisser considérablement là, depuis le début de l'année. Ça va assez mal à ce niveau-là. Et donc, on s'attend effectivement à des résultats qui sont moins bons. Justement, c'est fini, voir de la grosse croissance year over year et tout ça. Et donc là, justement, ça va être drôle de voir à quel point les analystes ont pu bien saisir le ralentissement économique, le ralentissement de la croissance pour ces compagnies-là. Donc, je pense que ça va être une période assez volatile où justement on va voir les prix s'ajuster avec la nouvelle information. Mais c'est ça, est-ce que à quel point ça peut être catastrophique, à quel point ça peut continuer à descendre puis à suivre la tendance de début d'année. Je pense que ça va bouger beaucoup d'une compagnie à l'autre, là. Ça va, euh, ça va swinguer de tous les côtés. Ben, exact. Tu sais, je pense que le point qui est intéressant, c'est à la fois les compagnies, là. Un des points qui était soulevé, c'est qu'il y a plusieurs grandes corporations on espère toujours que leur performance va être, tu sais, relativement autour de ce que les analystes prédisent, mais il y a eu déjà là, des compagnies qui en ont pris un peu pour leur argent, là. Chez Gab, tu voulais parler de JP Morgan, tu pourras en parler plus. AT&T est également sorti, IBM est également sorti avec des résultats qui étaient en deçà de ce que les analystes prévoyaient, ce qui est jamais bon pour le résultat à court terme du titre, là, une fois que les earnings sont sortis. Il y a mon titre bébé là, que je n'ai jamais investi, je le rappelle, mais que je dis maintenant avec dérision parce que j'ai toujours cru que cette compagnie-là allait peut-être reprendre le flow, là, mais Carnival Cruise Line se porte plus mal que jamais. L'industrie des croisières, malgré la fin de la pandémie et la réouverture, continue à avoir des problèmes à chaque nouvelle vague avec les cas. Et encore une fois, le terme vague, c'est ironique, là, malheureusement, dans le contexte Exact. des bateaux de croisière. Mais clairement qui en prennent beaucoup. Et avec tout le contexte, la marge de profit d'une compagnie comme Carnival est tellement axée sur le coût des ressources et le prix du gaz est tellement compliqué. La main-d'œuvre est également de plus en plus chère. On le sait, avec justement l'inflation, il y a une pression sur les salaires également. Donc, il y a plusieurs compagnies qui, justement, n'ont pas été ont des gros profils, sont souvent aidées à cause de ça par beaucoup plus d'analyse, justement, d'analystes. Et en général, je me dis, plus il y a d'analystes qui le font, plus le résultat devrait être proche de ce qui est prévu. C'est pas une petite compagnie qui a juste un analyste qui le regarde puis que c'est un petit peu un hit or miss, là. En général, on s'attendrait à ce que ces compagnies-là performent relativement proche ou idéalement là, au-dessus de ce que les analystes prévoient. Ce n'était pas le cas. L'autre élément qui m'inquiète, puis tu le disais, Thomas, là, ça peut changer beaucoup d'une compagnie à l'autre. Ça peut également énormément changer d'un secteur. On sait très bien que les banques, oui, présentement, peuvent en prendre un petit peu pour leur argent, dans le sens que les banques ont extrêmement bien performé dans les années COVID, justement, et que présentement, c'est sûr qu'il y a un ralentissement
Mais je pense que les banques, c'est un cas à part. Là. On sait que c'est plus stable en général qu'on peut le penser, malgré ce qui se passe, par exemple, dans une récession. Et il y a également tout le secteur de l'énergie. L'énergie se porte de manière absolument exceptionnelle. On en avait parlé lorsqu'on faisait un petit tour d'horizon de l'économie canadienne, là, en disant que le pétrole, entre autres, est quelque chose des compagnies comme Aramco, qui était la plus grande capitalisation, justement, avec une performance notoire en 2022. Je pense qu'il y a beaucoup... C'est pas encore à ce point-là systémique comme événement, et la earnings season ne va pas amener nécessairement un effet systémique sur toutes les industries, parce que justement, il y a des compagnies qui vont mieux performer que d'autres au sein d'une même industrie, et il y a des industries qui vont très bien performer, comme l'énergie par rapport aux tech, qu'on sait que les techs, ça n'arrête plus de baisser. Donc je pense qu'on est encore au moins dans un contexte où on pourrait idéalement passer la earnings season avec un certain portrait qui est fort similaire avec ce qu'on connaît déjà depuis le début 2022 en termes de compagnies qui performent ou non, et en termes d'industries qui performent ou non. Encore une fois, tout dépend de comment est-ce que les portefeuilles, autant de particuliers ou de grandes corporations, sont investis. C'est sûr que la diversification reste la clé, là, quand on parle qu'il y a des hauts et des bas dépendamment de l'industrie. C'est vrai. L'adage est un petit peu plate, là, on s'entend, là, vous allez rire parce que je réinvente pas le monde, là. Mais je pense que c'est un petit peu ça. Il y a beaucoup de risques de hit or miss présentement dans des portefeuilles. Ben, moi, c'est ça. Je pense que la diversification a plus son sens que jamais parce que justement, tu mentionnais avec une compagnie comme Carnival Cruise, tu sais, tu dis il y a beaucoup d'analystes qui la suivent, c'est du monde qui ont de l'expérience, ils connaissent bien ce business-là, ils devraient être proches de la vérité. Mais si on y réfléchit 2 minutes, ils ont tellement de vent de face, une compagnie comme ça. Ils sont dépendants du tourisme, à quel point les gens vont pouvoir voyager, mais tout ça va varier d'un mois à l'autre en fonction des nouveaux variants qui vont sortir. Un le plus gros coût, c'est l'énergie, alors que l'énergie est hyper volatile et plus haut que jamais. Euh, il y a plein de pénuries d'employés, à plein d'endroits dans les grandes économies. Ça ne doit pas être évident d'engager des gens en essayant d'avoir des salaires pas trop élevés pour partir plusieurs mois en croisière et tout ça. Donc, je veux dire, c'est énormément de ventes de face qui font, même si tu as un analyse d'expérience, comment tu fais pour évaluer tout ça puis essayer d'arriver avec une analyse tu sais, qui est béton, ben non, tu fais du mieux que tu peux, mais il y a tellement d'hypothèses que tu es obligé de prendre, puis tellement de choses que tu contrôles pas c'est des facteurs externes sur lesquels on n'a aucun contrôle. Ouais. Pour moi, ça va être ça, le mot d'ordre pour un petit peu toutes les compagnies, même des secteurs qui vont bien comme l'énergie. Ils dépendent tellement d'événements incertains, beaucoup de la guerre en Ukraine pour ce qui est du prix du pétrole, puis des exportations de la Russie, puis comment que les sanctions vont fonctionner autour de ça. Tu sais, même que ça va bien, c'est hyper incertain. Pour moi, ça va être intéressant parce que justement, oui, ça va permettre de constater qu'est-ce qui est arrivé pour les 3 derniers mois. Tous ces événements-là mélangés, comment que ça allait impacter les compagnies, mais le mot d'ordre, ça va être volatilité pour moi, là. Et impondérable. Tu sais, je pense que le sommaire de ce que tu viens de dire, c'est effectivement Ouais, les c'est ça. analystes et les compagnies font face à des impondérables, et aussi avec des biais liés à l'industrie. Tu t'en parlais, Carnival, un analyste qui est sur Carnival, un analyste qui est sur JP Morgan va aussi, sachant pas du tout réellement qu'est-ce qui se passe, comme tu me dis, avec tous les facteurs, va aussi regarder qu'est-ce qui se passe un peu dans d'autres compagnies, et là, il va y avoir une espèce de nivellement vers soit une industrie va être plombée parce que tous les analystes savent pas trop, puis vont se fier un petit peu sur les rapports l'un de l'autre en termes de compagnie, ou bien va être, encore une fois, beaucoup trop haute en termes d'industrie wide par rapport à ce que ça devrait être. Donc, c'est du yo-yo à mon avis, puis c'est, comme on l'a dit, diversification est clairement le point clé dans toute notre discussion à date. C'est ça, Ouais. essayer de faire du stock picking sur des facteurs standards, de dire, ah ben, mettons, telle compagnie, ça va être la meilleure dans une compagnie de croisière, mais l'industrie, en général, dépend juste trop de facteurs externes en ce moment. Puis c'est comme ça que j'ai l'impression pour presque toutes les industries. T'as beau trouver les bons candidats, les compagnies qui sont bien placées pour performer. En ce moment, euh, je veux dire, les mouvements vont être beaucoup corrélés juste à des événements externes, à comment l'inflation va se passer. Est-ce que on va avoir un ralentissement général de l'économie? C'est, j'ai pas l'impression que c'est une période pour les stock pickers, je dirais là. Non, c'est très compliqué, hein. On le voit justement, c'est l'alpha en fait. Générer l'alpha est déjà compliqué quand ça va bien. Alors quand ça va mal, en ce moment, c'est très difficile de trouver des décisions d'investissement qui sont avec un rendement relatif intéressant. Donc, parce qu'encore une fois, on rappelle à nos auditeurs, mais ce qui est important, c'est de se comparer vis-à-vis d'un indice. Donc, ça peut être l'indice principal, donc le S&P 500, mais ça peut être aussi un indice d'un secteur, par exemple. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est assez compliqué.
Si je reviens un peu plus en arrière, en tout cas dans notre discussion, c'est vrai que on le voit hein, avec la volatilité évidemment des prix des hydrocarbures, c'est vrai que c'est un input énorme, hein, tu l'as bien dit Thomas. Euh, c'est vrai qu'elle va bénéficier évidemment aux compagnies pétrolières qui souvent ne sont pas totalement hedgées, c'est-à-dire que leur prix n'est pas déjà contrôlé dès le départ ou souvent elle est partielle. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, le consensus des analyses donc pour ExxonMobil qui devrait sortir en fin de semaine, en tout cas en ce moment, il devrait doubler sur un trimestre. Tu vois, on passerait de à peu près 2 dollars par action euh, sur le premier trimestre de 2022 à près de 3,80 $ par action. Donc quasiment un bénéfice qui va quasiment doubler, un peu comme ce qu'on avait vu avec Saudi Aramco qui avait enregistré des profits records à cette période-là. Et de l'autre côté, des compagnies qui sont beaucoup plus en difficulté, tu l'as bien dit, JP Morgan, c'est un stock que j'adore, qu'on a parlé plusieurs fois en tout cas dans le podcast. Alors, on sait que c'est une banque qui est dirigée d'une main de fer par Jamie Dimon, qui est peut-être le plus grand banquier qui existe sur la planète à l'heure où on se parle. Là, euh, et tu vois, où aujourd'hui on a de la difficulté parce que les revenus d'investment banking, les marchés de capitaux sont à l'arrêt, sont en espèce de pause relative. Le nombre de deals en private equity, en fusion-acquisition est un peu ralenti parce qu'il y a cette perspective macro qui est dit compliquée, perspective au niveau des marchés des commodités aussi qui fait que c'est compliqué aussi. Euh, et ça affecte évidemment l'ensemble de l'économie. Tu vois, on voit par exemple un autre bon exemple, mais je reviens par exemple en arrière, mais par exemple McDonald's, tu vois, qui devrait en fait au niveau des projections des analystes qui devrait être aussi légèrement en croissance parce qu'il y a eu de l'inflation, donc évidemment il y a un gain qui devrait être fait, mais on a toujours peur de l'incertitude, c'est est-ce qu'il y a réellement la croissance de cœur en fait, est-ce que les ménages vont être capables de consommer autant, aller acheter leur burger frites Ben, comme ils le faisaient avant. ça, c'est un point intéressant avec la compagnie McDonald's que tu apportes, parce qu'on a peut-être, tu sais, c'est ça justement déjà un indice de ça aujourd'hui. On a Walmart, qui est une compagnie qui s'adresse C'est justement vrai, à c'est des bas prix. C'est une compagnie qui typiquement est très défensive. Quand s'il y a un ralentissement économique, elle va bien faire. Parce que les gens n'ont pas le choix d'aller au Walmart. Et les prix restent bons. Mais aujourd'hui, pendant un appel avec les investisseurs, euh, les dirigeants ont annoncé que finalement, ils avaient vu à la baisse leurs projections parce qu'ils sentent un ralentissement dans leur magasin, il y a moins de ventes. Et je pense que l'action avait décroché de 7%, 7-8% pour c'est pas des mouvements de prix qui sont standards pour un stock aussi bien établi que Walmart. Là. Donc, peut-être un petit indice que justement l'inflation commence à toucher même ces compagnies-là qui normalement sont capables de bien gérer tout ça. non, c'est vrai. Et puis il y a la contrainte, on l'oublie pas, dans ce secteur du détail, la contrainte logistique a énormément pesé. Ouais. Hein. On sait que Target est en grande difficulté, le compétiteur principal de Walmart. Eux, ça date d'il y a quand même un peu plus de temps. Je pense que c'était à la mi-juin qu'ils avaient donné leurs résultats. Ils étaient décalés, c'est assez rigolo, là, cette compagnie-là. Là. Mais c'est vrai que eux-mêmes disaient que nous on a un problème logistique, on a aussi des problèmes aussi où peut-être nos consommateurs avec le changement climatique aussi, il y a un décalage saisonnier qui fait que parfois ils sont pas capables de vendre leurs articles au bon moment et ça fait qu'il y a de l'inventaire en trop ou parfois des manques ou des shortages de certains produits dans certains segments. Et donc c'est vrai que ça crée évidemment énormément de problèmes, les coûts de transport évidemment qui sont en hausse, donc Ouais. environnement C'est macroéconomique compliqué quoi. c'est ça, exact. Encore une fois, tu sais, je pense que c'est vraiment le mot d'ordre sur les marchés. Là. Encore des choses qui sont dures à contrôler. Mais oui, tu sais, ça c'est une chose que je pense qu'on n'a pas parlé, mais le prix des containers au port a fait x3 là, depuis la pandémie. Je veux dire, juste acheminer de la marchandise, ça, c'est un coût fou. Il y a des délais de fou. Ah non, c'est beaucoup de vent de face. Là. C'est pour dire, c'est un truc très poli pour dire c'est la merde en fait, Ouais, sommairement. C'est un c'est peu, c'est parce que c'est un peu des sables mouvants. Je pense aussi beaucoup, tu sais, on parlait, il y a beaucoup de complexité avec la performance des compagnies qui dépend des consommateurs finaux. Puis je pense que en tant que consommateur, on l'est tous là. On a tous et on travaille en finance, on réalise la complexité et l'impact que ça a sur nos poches, ce qui se passe présentement. Et je pense que le commun des mortels consommateurs le réalise également de plus en plus.
Et c'est là où on voit des tendances, on en parlait, là, normalement, si on parle juste du contexte québécois, c'est si ça commence à coûter plus cher et que l'inflation est en hausse et que le financement est en hausse puis que j'ai à acheter des biens de consommation, mais au lieu d'aller dans un truc hyper high-end, je vais aller au Dollarama. C'est un petit peu la définition au Québec de dire quand ça va mal, une compagnie comme Dollarama peut bien performer, mais il y a des tendances qu'on voit historiquement qui ne se pointent pas présentement à l'horizon parce que je pense qu'on est encore dans une transition où personne ne sait trop où on s'en va. Parce que à chaque fois qu'il y a une annonce d'une banque centrale, ben c'est encore une fois une hausse de taux directeur qui est du jamais vu. Et on a encore un impact sur l'inflation qui est à peine stagnant d'un mois à l'autre. Donc je pense que le commun des consommateurs prend conscience tout à fait des impacts. Et qui dit ça, ben dit ce qu'on veut au final et ce que les banques centrales veulent, mais la consommation va ralentir. Mais je pense que c'est justement là où les compagnies vont en manger assez rapidement dans les earnings. Peut-être que ceux qui vont être publiés présentement pour Q2 ne seront pas si pires. À mon avis, j'ai beaucoup peur pour Q3 avec la réalisation et le ralentissement de la consommation. C'est plus Q3 qui m'inquiète beaucoup et c'est surtout de voir justement quelle va être la réalisation des analystes une fois que les résultats de Q2 vont être sortis. À mon avis, il faut vraiment regarder ça. C'est presque le Q3 qui m'intéresse plus, sachant qu'on n'a pas encore tourné la page sur les actions des banques centrales. Et à mon avis, tant que ce n'est pas fait, mais on est un petit peu dans un purgatoire où personne ne sait trop où on s'en va. Et ça se pourrait très bien. Moi, je serais même pas surpris qu'une compagnie qu'on n'attendait pas du tout surperforme par rapport aux analystes et une hausse peut-être très court terme sur une semaine, mais de leur cours au niveau des marchés boursiers, ça m'étonnerait même pas non plus. Donc ça montre juste à quel point on n'est pas encore dans un contexte récessionnaire complet parce que c'est encore le yo-yo dépendamment de l'industrie, dépendamment des compagnies. Et comme je dis, à mon avis, très Q3 qui m'inquiète, où j'espère on va enfin avoir tourné la page sur les actions assez drastiques des banques centrales. Ouais, ben la politique au quiche, c'est clair, des banques centrales, elle va définir ce qui va se passer, en tout cas dans les prochains mois. Et c'est vrai qu'on vous le dit, chers auditeurs, peut-être à chaque semaine, mais c'est clair qu'on va vous tenir au courant pour le coup de ce qui se passe. Prochain meeting, en tout cas de la Fed, cette semaine. Je crois que c'est mercredi l'annonce du nouveau taux directeur. On devrait, sans trop de surprise, passer à 75 points de base en plus, voire 1% peut-être. Je crois que j'avais regardé un peu les odds, mais c'était à peu près 25-75, donc 25 pour le 1%, 75% pour le 75 points de base. Comme quoi, en plus, ça fait bien les choses en termes de pourcentage. C'est facile à retenir. Suivez ça, normalement ça devrait être, si je ne me trompe pas, en début d'après-midi, mercredi, évidemment heure de Washington. Exact. Donc, c'est ce qui, sauf si Thomas a un autre point, mais c'est ce qui va faire le tour pour le premier segment de l'épisode. Là, c'est encore une fois mots-clés, incertitude, impondérable, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu ça la conclusion qu'on peut faire. Là. Malheureusement, on semble pessimiste de nature dans ce podcast. C'est vrai. Effectivement, c'est une période où c'est intéressant d'analyser, de lire, mais effectivement, ce n'est pas une période intéressante pour investir. Ouais, moi, je ne sais pas si je suis d'accord avec ton dernier point, comme quoi que c'est pas intéressant d'investir en ce moment. Si on est un investisseur avec de l'argent à investir, moi, je trouve ça passionnant. Et puis, est-ce que c'est une raison de dire je vais rester 100% en encaisse? Euh, je ne sais pas, il peut se passer beaucoup de choses, les marchés peuvent rebondir si jamais il y a des bonnes nouvelles à l'horizon. Mais pour moi, là est le moment de naviguer ces eaux-là de façon un peu plus macro, là, tu sais, avec un style d'investissement qui est plus top-down pour moi. Moi, je trouve que c'est trop compliqué puis time-consuming de se pencher sur des compagnies en ce moment. Fait que c'est plus de se pencher sur peut-être des zones géographiques qui vont mieux faire que d'autres. Peut-être des classes d'actifs qui vont mieux faire que d'autres. Pour moi, le fixed income, les obligations redeviennent de plus en plus intéressantes avec les taux qui sont de plus en plus hauts. En tout cas, pour moi, ça amène plein de questions que je trouve passionnantes en termes de gestion de portefeuille. Mais là, c'est sûr que ça tire quand même beaucoup. Ça demande beaucoup de connaissances là, pour essayer de naviguer ça. Puis encore, ça vient avec beaucoup d'incertitudes, mais Ouais, c'est ce qu'on avait parlé, et puis après je rends l'antenne, je te promets, JP, là, mais ce qu'on avait parlé, en fait, je pense, il y a quelques semaines, hein, justement, sur quand est-ce que vous devriez réinvestir sur les marchés. Malheureusement, on n'a pas la réponse, hein, mais moi, je sais que... personne là, je pense. Exactement, et puis si vous l'aviez, s'il vous plaît, dites-le nous en commentaire, comme ça, moi-même, je vais commencer à remettre mes billes. Plus sérieusement, moi-même, tu vois, je suis assez conservateur. Bon, faut dire, j'ai plus un sou, mais ça, c'est un autre problème. Merci les études, ça, c'est un autre statement. Mais si j'en avais, par exemple, c'est clair que je me repositionnerais peut-être un peu plus tard. Je reverrais un peu c'est quoi
le follow-up, on va dire, de l'action des banques centrales avant de tout mettre en action, tu vois. Je préfère être un peu plus liquide en ce moment. C'est mon avis personnel, mais rendu là, chacun, vous pourrez avoir le vôtre. Et puis, mettez-le en commentaire, encore une fois, si ça vous intéresse. Et si vous êtes, vous êtes consentant à partager votre propre opinion. Là, je veux dire, ça reste très personnel. Donc, en tout cas, ça nous fera plaisir de vous lire. Exactement. Donc, c'est ce qui met un terme au premier segment. Passons maintenant au deuxième, l'instant économie. Parfait. Donc, deuxième sujet, encore une fois, inspiré par Gab, et c'est son volet français qui a décidé d'insulter de front en voulant parler du taux de change USD-euro qui a fait la parité du 1 pour 1, c'était mercredi la semaine passée. Donc, Gab a décidé là, de justement renier officiellement sa carte de membre de l'Union européenne. Non, au contraire. C'est le temps d'aller voyager là-bas. Là. Ouais, exactement. Exactement, en tant qu'Américain, je pense que ça, il y a un intérêt, mais c'est quand même une première depuis 2002 là, qu'on retrouve une parité entre le USD et l'euro. Je pense par rapport à peu près un an, c'est peut-être un 15%, je pense que ça a perdu. C'est 11% depuis le début de l'année, du moins, là, en termes de différence. C'était du 1,13, je pense, de taux de change au début de l'année. Puis c'était du 1,18 à peu près là, autour de la mois de juillet 2021. Donc quand même une perte de 15% globalement si on arrondit un chiffre qui est plus simple. Donc effectivement une tendance qui rend les choses intéressantes, surtout pour le tourisme. Je pense que c'est une bonne période, vous l'avez mentionné les boys là, pour les touristes américains d'y aller, donc pas de mauvaise chose, mais il y a quand même un certain intérêt à avoir un euro qui est à parité avec le USD. Là. Je pense que c'est quelque chose d'assez différent. C'est sûr que je parle, et Thomas, on est dans le même bateau là, en tant que Canadiens qui avons toujours une tendance à avoir une devise qui est en deçà là, des autres grandes devises de comparaison, là, ce qui est favorable pour notre économie et nos exportations. Ouais, mais reste que même nous en ce moment, c'est intéressant parce que le dollar canadien est quand même bien fait. Si je me trompe pas, je l'ai pas checké, mais si je vais juste logiquement, il est très corrélé au prix du pétrole, notre beau dollar canadien. Écoute, donc, si le pétrole va bien, il devrait assez bien aller aussi. Je vais le regarder parce que mes études s'en viennent. Il ne s'est déprécié que de 4% par rapport au USD, si je ne m'abuse. Donc on est très gagnant sur le taux de change CAD euro. Donc, sur la paire euro, on est très gagnant, en effet. Donc, moi, si Air Canada avait pas autant de problèmes en ce moment, je me bookerais un beau petit billet pour la France ou l'Italie, mais... J'espère en tout cas pour... Et je voulais faire en tout cas ce segment-là, peut-être pour reparler un peu plus, c'est vrai que de nos amis européens, parce qu'on a tendance un peu à les oublier, on parle beaucoup de compagnies du S&P 500 très américaines. Là. Vous m'excuserez, est-ce que c'est peut-être mon biais, comment dire, Warren Buffett, que tu décris plusieurs fois, JP, dans le podcast ou pas. Moi, je pense que je l'ai pas, mais bon, ça, c'est... L'oracle de Nantes. L'oracle de Nantes. Si on regarde la performance du portfolio de Gabriel, il n'y a pas un gros billet Warren Buffett, je pense. Ouais, non, c'est plutôt du zéro, en fait. En fait, il n'y a plus de portefeuille, donc c'est plus... On refait la running joke, là, mais bon. C'est vrai que l'intérêt, en fait, vraiment, de cette période-là, tu l'as bien dit, Thomas, et puis tu l'as bien dit, JP, c'est intéressant pour les voyageurs, mais pas uniquement. Hein. Il faut voir en fait une devise faible comme un intérêt en fait pour les exportations. Hein. Alors c'est vrai que le gros problème en fait de la zone euro, c'est la compétitivité. On sait que c'est compliqué, surtout les marchés stables comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne sont des pays, comme elles avaient traditionnellement une devise qui est très forte. Et ben c'était compliqué en fait d'aller exporter en fait dans des pays étrangers. Exemple simple, aux États-Unis où ça coûtait horriblement cher du coup d'acheter par exemple du vin, des produits de luxe qui sont souvent qui est exporté en fait depuis en tout cas le vieux continent vers le nouveau monde. Chose d'ailleurs qui était assez drôle, c'était le contraire. Hein. Avant, à l'époque du commerce triangulaire, c'était beaucoup plus le contraire, c'était de tabac, etc. qu'on ramenait de l'autre côté. Comme quoi la logique s'inverse en fait avec les siècles. Passons cette anecdote. Mais petit segment mercantilisme. Le petit côté... Vous m'excuserez, hein, c'est mon côté colbertiste qui ressortira. Mais bon. Et donc, c'est vrai que c'est assez intéressant pour ça. Alors, évidemment, hyper intéressant pour les touristes américains. Bon, par contre, si vous êtes touriste européen, je suis désolé pour vous. Votre prochain voyage risque de vous coûter, malheureusement, très cher. Visitez votre région, c'est le moment.
Le problème, c'est que ça fait 2 ans qu'on nous dit ça, en fait. Qu'on nous dit visitez votre région. Oui, Au avant, c'est final, parce que les gens voulaient pas à cause de la COVID, voulaient pas qu'on sorte. Maintenant, maintenant c'est l'euro qui est à terre. Non, puis je pense que c'est une tendance qui est quand même assez connue que le dollar US est un peu, en termes de devise, un peu une valeur refuge. Là. Il y a beaucoup de personnes qui vont aller Oui. vers l'US dans des périodes où l'économie est un petit peu plus incertaine. Donc c'est quelque chose, on lisait là-dessus, Gab, je me souviens, là, quelques mois déjà, où c'était attendu, encore une fois, le réel avantage de la devise US par rapport à d'autres devises directes est dur à définir. Gab, tu nous l'as montré avec la différence entre le 4% le 4% du CAD et le 15% de l'euro. Là. Donc, je pense que c'est difficile de prédire d'une devise à l'autre, mais c'est vrai qu'historiquement... C'est intéressant, les devises. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont parlantes. Justement, tu le mentionnais, le US est une devise un peu refuge parce que c'est une devise qui est très diversifiée, dans le sens qu'elle dépend de beaucoup d'industries. C'est pas un élément qui va l'impacter beaucoup à l'inverse. Par exemple, comme je le disais, de la devise canadienne, qui, elle, est très corrélée au mouvement du prix de l'énergie parce qu'on est un gros producteur et exportateur de pétrole. D'ailleurs, que le dollar canadien, c'est une devise de matière première, comme le dollar australien l'est également, et aussi les devises de pays moins développés. Et donc, c'est intéressant, il y a des raisons, il y a des choses qui expliquent ces mouvements de devises-là. Le dollar américain, lui, étant diversifié, ben, c'est une valeur refuge. Et justement, on peut se pencher un petit peu sur qu'est-ce qui a pu faire baisser la valeur de l'euro. Et bon, évidemment, sans surprise, là, c'est le conflit en Ukraine qui ressort beaucoup. Beaucoup d'incertitudes par rapport justement à la situation énergétique. Là. L'Europe qui s'approvisionne beaucoup en gaz russe et tout ça est très incertain. Mais il y a aussi une autre chose qui est populaire avec l'euro, c'est de le vendre. Les traders de currency ont une trade qu'ils aiment beaucoup qui consiste à vendre de l'euro pour emprunter dans le fond des euros et aller l'investir dans des pays avec des taux d'intérêt plus élevés. La fameuse carry trade, qui est un sujet passionnant en lui-même, ouais. mais quand même assez compliqué. Mais oui, donc la tendance est souvent pour des traders de vendre l'euro. Donc il y a ça aussi qui met de la pression à la baisse. Et donc non, il y a des choses qui expliquent cette baisse-là, mais c'est passionnant de regarder tous ces événements-là. Ce qui est intéressant, en fait, avec ton explication du carry trade, c'est qu'en fait, le gros facteur aussi, c'est les différences en termes de politique monétaire. On sait que la Fed et la Banque du Canada sont quasiment à pair parce que, en tout cas, dans leur 4%, c'est quasiment négligible rendu là, vous m'excuserez là, mais par rapport, en tout cas, sur la paire USD4, là, c'est assez négligible. Mais c'est vrai que la Fed et la Banque du Canada ont été au quiche, hein, c'est-à-dire qu'elles ont monté leur taux agressivement, alors que la Banque Centrale Européenne a été beaucoup plus prudente, parce qu'elle sait que derrière, il y a les déficits publics. C'est plus difficile pour eux, ils ont moins de latitude là-dessus. Voilà, parce que tu as 160, l'endettement des pays développés de la zone euro et dépasse les 100% largement. Mais ils font face au même problème que l'inflation est énorme en zone euro également, donc mais ils ont moins d'outils. Ils ont moins d'outils parce que le problème c'est que si tu augmentes le taux d'intérêt, on va dire, sur les obligations par exemple européennes, enfin, on sait que c'est d'ailleurs, oubliez pas chers auditeurs, et ça c'est plus mon point, on va dire, d'explication, mais n'oubliez pas que la Banque Centrale Européenne, elle détermine en fait la politique monétaire, mais elle n'émet pas les dettes de la zone euro. Hein. Ce sont les pays souverains qui l'émettent. Donc, évidemment, par contre, le taux d'intérêt souvent dépend en fait du taux d'intérêt en fait de la Banque centrale plus un écart, qu'on appelle un spread en anglais, qui va dépendre en fait du risque de crédit en fait de chacun des États, en sachant que souvent la France et l'Allemagne sont souvent les pays les plus stables. Puis l'Italie et l'Espagne sont souvent en deuxième truc. D'ailleurs, il y a souvent ce qu'on appelle le spread italien-allemand qui est très surveillé en fait la plupart du temps par les économistes en Europe, parce que souvent c'est en gros l'écart entre le super prime et le prime, on va dire, qui serait l'italien, en sachant quand même qu'il y a aussi, on l'oublie, et ça va être peut-être mon dernier point, après je te laisserai la balle, mon cher JP, là, mais il y a aussi ce problème aussi que ce qui se passe politiquement dans la plupart des États de l'Union européenne, il y a énormément de problèmes. Vous avez suivi peut-être la semaine passée
en Italie, la démission en fait de Mario Draghi. J'en parlais pas, d'ailleurs on n'a pas fait de segment spécial là-dessus parce que les Italiens changent de gouvernement tous les ans, donc si ça nous ferait trop de sujets à chaque année. C'est un pays qui est connu déjà pour son instabilité politique chronique, on va dire ça comme ça. Donc c'est même pas étonnant parce qu'on sait que c'est toujours bancal les gouvernements. J'ai d'ailleurs quelqu'un qui me disait que il n'y a jamais eu, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un gouvernement en Italie est censé durer 5 ans. Ce n'est jamais arrivé un gouvernement qui arrive à terme, au terme des 5 ans, pour te dire l'instabilité chronique de ce pays. Mais en Espagne, ça semble être un peu plus correct, mais on sait qu'en Allemagne, le pouvoir, en tout cas, du nouveau chancelier que j'ai malheureusement, complètement oublié, là, malheureusement, et il m'excusera, est quand même beaucoup plus faible qu'avec la main de fer d'Angela Merkel. Macron est en difficulté, on l'a déjà discuté avec les élections législatives. Donc il y a tout un scénario, un cocktail explosif qui fait que l'euro se casse la gueule. On a plus d'incertitudes dans la zone européenne par rapport à la Fed qui, même avec son comportement hawkish aussi, récompense les investisseurs, surtout les investisseurs qui achètent, comme tu l'as dit dans le précédent segment, Thomas, mais du revenu fixe. Et ce cocktail explosif fait, cette situation de parité qu'on n'avait pas connue en fait depuis l'introduction de l'euro en fait en 2002. Exact. Mais il ne faut pas oublier, je pense que c'est un petit peu ça. Là, si le contexte qui est en arrière de ces mouvements-là finit par se régler, et on le souhaite surtout pour le contexte ukrainien, ben, c'est souvent cyclique. C'est très rare là, que les mouvements ne vont pas se résorber d'une manière ou d'une autre, à l'exception de si, et ça c'est un cas pour la Chine, là, si la devise est contrôlée un petit peu par le gouvernement, ce qui n'est pas le cas en général en Occident. Mais je pense que c'est quelque chose qui risque d'être temporaire et on le souhaite encore une fois. C'est certain que les brèches qui sont en arrière de ça doivent se régler, comme je l'ai mentionné. Et on sait que c'est des brèches quand même assez massives. Le point de Thomas était très bon également sur le contexte énergétique. On sait que la saison froide qui s'en vient risque d'amener encore une fois peut-être d'autres mouvements liés aux devises avec justement certains besoins des pays européens qui vont tomber en ligne de mire encore plus que ce qu'on connaît présentement en été. Je pense qu'il y a quand même une certaine amplification de ce phénomène-là entre la devise US et la devise euro qui pourrait se présenter à l'horizon. C'est là où ces derniers points, et après je te promets, je me tais, JP, tu sais, faut que tu me taises, hein, vraiment, sois pas gêné là, mais il y a aussi ce problème aussi de la canicule en Europe aussi qui pose aussi des questions, parce que tu m'as fait rire, on espère quand ça va faire un peu plus froid, on le souhaite que ce soit un peu plus froid en ce moment en Europe avec les températures records qu'on connaît. Des problèmes énergétiques du coup pour la climatisation, etc. Bref, on n'est pas au bout de nos surprises et je pense que du coup on est prêt à lancer le jingle de fin. Qu'est-ce que t'en penses? Absolument. Ben, tu sais, je pense que Gab, tu te fais une passe à toi-même là-dessus là, pour lancer le mot de la fin. Je fais en premier parce que je sais que tu vas lancer tout ça et qu'on va arriver vers la fin, là, mais je remercie premièrement les auditeurs et surtout Thomas là, pour ta présence. Je le fais en mon nom et au nom de Gab. Oui. Et par la suite, encore une fois, là, un plaisir de te réinviter dès que tu peux pour d'autres épisodes qui ne sont pas encore une fois du stock picking. Je pense que c'est intéressant d'avoir ton opinion là, très intéressant, surtout l'aspect économique et financier sans avoir à nommer des compagnies directes. Donc, je pense que c'est surtout que moi, de parce que j'ai plus l'habitude de faire comme travail, je m'intéresse beaucoup plus à l'économie puis à la gestion top-down. Donc, le stock picking, c'est juste pour le plaisir. Exact. Mais merci de m'avoir reçu encore une fois, les boys. C'est toujours plaisant, chose. Ça fait plaisir. Et puis, n'oubliez pas, donc, du coup, si l'épisode vous a plu, à mettre un petit like, un petit commentaire sur la vidéo YouTube. Vous savez comment ça marche à chaque semaine. À vous abonner sur les différentes plateformes audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Amazon Podcast. Je pense que je les ai toutes citées, c'est pas très grave. Vous le saurez, dans tous les cas, vous tapez sur votre application préférée, l'état financier, vous devriez nous trouver. Vous pouvez aussi mettre une petite étoile, tout dépendamment de la plateforme où vous vous trouvez, pour monter en fait dans le ranking des différentes applications. Ça nous aiderait aussi à faire partager notre contenu. Et vous le savez, le bouche à oreille avec vos amis, avec votre famille, c'est la meilleure façon de nous encourager. Ça permet de faire connaître notre podcast à plus de gens possible. Et en tout cas, ça nous permet aussi de faire grandir la grande communauté et la grande famille qu'est l'état financier. En tout cas, je vous souhaite à tous, messieurs, une bonne semaine et merci encore à nos auditeurs. Bonne semaine, tout le monde. Salut.